drapeau blanc des heures de trêve flotte devant la poche allemande de Saint-Nazaire. Dans la petite gare de Cordemais, l'ennemi est venu proposer à l'armée américaine un arrangement. Et ces pourparlers peuvent surprendre au milieu de tant de violence partout déchaînées. Un protocole va être signé sous les auspices de la Croix-Rouge française. Les Allemands, qui n'ont plus grand-chose à manger, nous rendront les 12 000 civils de Saint-Nazaire, qui n'étaient plus pour eux que 12 000 bouches inutiles. On rétablit la voie détruite. On donne des instructions aux mécaniciens chargés de ce voyage délicat, puis la garde allemande prend possession du train qui repart vers Saint-Nazaire, emportant les négociateurs. Le lendemain, un premier convoi de rescapés français arrive à Nantes, en gare de Chantenay. Une foule de parents et d'amis attend ce train qui sera suivi par d'autres. Chaque jour, pendant une semaine, une trêve de quelques heures permettra au train de la liberté de franchir les lignes. Comment oublier qu'il reste encore d'autres Français dans les derniers nids de résistance ennemie? Il est bon de signer des trêves, mais quand obligera-t-on enfin les Allemands à vider définitivement leurs poches? L'hiver est là. L'hiver, la neige, le froid. Dans ce pays tout blanc, trop blanc, blanc comme la mort, que trouveront ceux qui n'ont plus la force de travailler? Ces spectacles, devrait-on les voir au pays de la fraternité après 20 siècles de civilisation? Vieillard, tu as été un jeune homme à l'établi, puis un homme mûr, et un jour tu t'es retrouvé au même établi, un vieux dont l'avenir s'ouvrait sur une grande nuit. Certes, tu as eu 4 ans de vacances vers 1914. 4 ans passés dans des trous avec un fusil dans la main. Et plus tard, tu as encore donné tes fils. Vieille mère, que te reste-t-il pour te soutenir dans la nuit commençante? Un fils lointain dans un camp ou dans la bataille, pour qui tu ne peux faire que prier et attendre devant ta fenêtre ou devant ton poêle éteint? Pauvre vieux, vanné par une vie de travail, où trouveras-tu le repos des derniers jours? Bien sûr, il y a l'hospice, il y a l'asile. Tu y trouveras ton lit, ton assiette et peut-être un peu de tabac. Tu auras des soins et l'absence du souci. Et puis, il te restera le regret de ce qu'aurait dû être ta vieillesse dans la maison qui aurait été la tienne. Bien sûr, il y a la soupe populaire. Et puis, il te restera le regret de la table où tu aurais dû t'asseoir au milieu des tiens. Car ce n'est pas la charité, si grande soit-elle, qu'on te doit. Un peu de charbon, les rations de misère que tu emportes dans ton cabas, les 10 francs que t'allouait Vichy, ce n'est pas cela qu'on te doit. Ce qu'on te doit, c'est le système humain qui fera vivre normalement les vieux du travail de tous. Le système social qui assurera pour chacun l'avenir. Car la charge de la vieillesse doit être répartie sur tous. Demain, elle deviendrait trop lourde pour une France qui se dépeuple. Demain, elle s'allégera en raison du nombre de ses enfants qui pourront travailler. Que la France redevienne un peuple de jeunes. Que le travail de tous participe au repos de ceux qui ont fini de travailler. Et chacun pourra entendre sans crainte le mot aujourd'hui terrible, vieillir. Les chefs travaillistes venus de tous les pays du monde se sont réunis pour préparer la conférence des Trade Unions qui aura lieu en février.
Sidney Hillman, délégué des États-Unis, invite les cheminots allemands à saboter la machine militaire nazie. Les délégués russes font appel à la résistance dans les pays occupés et Sir Walter Citrine, délégué anglais, aborde les problèmes urgents de la production et de la reconstruction. À Paris, d'autre part, le Vélodrome d'hiver accueille les représentants des syndicats soviétiques qui sont venus visiter les usines de France au travail. Дорогие товарищи, разрешите мне от имени рабочих, работниц, инженеров и служащих... Un délégué des syndicalistes de l'URSS apporte à ses camarades français le salut des travailleurs russes. Et les travailleurs français répondent par la voix de Henri Reynaud, secrétaire de la CGT. Voici devant vous les représentants qualifiés des syndicats soviétiques et qui, vous le savez, groupent 27 millions de travailleurs. Ils personnifient ici toute la grande Russie soviétique, son peuple admirable d'héroïsme et de sacrifice, sa magnifique armée rouge dont l'épopée guerrière soulève le monde d'enthousiasme. À Washington, M. Stettinius, secrétaire d'État pour les Affaires étrangères, reçoit M. Henri Bonnet, ambassadeur de France. Monsieur le secrétaire d'État, messieurs les représentants des Nations Unies, mesdames, messieurs, la volonté qui s'exprime dans la Déclaration des Nations Unies de terminer cette guerre par une victoire totale sur l'ennemi et de consacrer toutes les ressources nationales à la défense des droits sacrés de l'homme et de la liberté des peuples est celle de la France entière. Je sens profondément qu'en signant cette déclaration en son nom, je réponds à ses aspirations les plus fermes et les plus chères. Et notre représentant signe au nom de la France la Déclaration des Nations Unies. Les États-Unis collaborent eux aussi à la prodigieuse offensive du front de l'Est. Ces avions de chasse rassemblés sur un terrain de l'Alaska sont destinés à l'armée soviétique. Et par ce seul chemin, le plus difficile de tous, qui comporte 800 km au-dessus des glaces du détroit de Bering, plus de 5000 appareils se sont déjà envolés vers la Sibérie. Les officiers russes sont venus en prendre livraison. Les appareils traversent le ciel polaire, groupés en triangle, comme un grand vol d'oiseaux migrateurs. Aux Indes anglaises, à Hyderabad, une foule pittoresque assiste à une grande revue donnée en l'honneur de l'armée. La Begum d'Hyderabad préside cette fête. Cette beauté hindoue admire les armes les plus modernes et elle a même droit à une promenade en jeep, car on trouve aujourd'hui des jeeps sur toute la surface du globe. L'armée d'autrefois ouvre cette parade où le pittoresque a aussi sa place. Ces soldats chamarrés apportent ici une note rétrospective. Chaque armée a ses traditions. Quant à la cavalerie, on sait depuis les lanciers du Bengale qu'elle est en l'honneur dans l'armée des Indes. Le dernier mot de la technique était représenté jadis par ces chars d'assaut. Les vaisseaux du désert figurent ici la marine. Ces tracteurs à cornes sont la première forme de l'artillerie motorisée. Et voici déjà un progrès. Les attelages de chevaux traînent des bouches à feu d'un modèle plus évolué. Enfin, les armes modernes. Des machines qui ne se nourrissent plus de foin, mais d'essence. L'armée hindoue, puissante, bien équipée, tient sa place dans la guerre mondiale dont les batailles d'Orient sont un des épisodes essentiels. Et voici qu'aux frontières de l'Inde, sur le front de Birmanie, les avions s'envolent vers Mandalay.
Cette terre de la paix et de la plus haute sagesse est aujourd'hui, elle aussi, un champ de bataille. Les bombes pleuvent, les incendies s'allument. Là, comme partout, les forteresses alliées attaquent l'ennemi sans relâche. Ardennes. Malgré la rigueur de l'hiver, les armées alliées continuent à refouler l'ennemi vers ses positions de départ. Après la boue, le gel est l'ennemi numéro 2 du soldat. Sur les routes, les chars patinent et dérapent. Mais l'avance continue. Ces Allemands avaient revêtu l'uniforme américain. Ils sont parvenus à traverser les lignes, mais pas comme ils l'espéraient. L'armée américaine entre dans la Roche. La chasse aux mines est ouverte, mais il faut faire attention. L'ennemi a laissé derrière lui ces mines en bakélite que les appareils habituels ne savent pas encore détecter, mais qu'on déterre pourtant. Libérés par l'avance alliée, les habitants de La Roche sortent des caves et vont à la recherche de ce qui fut leur maison. En route maintenant vers Saint-Vite. Le saillant des Ardennes est de moins en moins saillant.